Donc bien évidemment, le gros intérêt de cette console, c'est d'être une console, avant d'être un téléphone ou une tablette. Même si on a vu que l'usage smartphone, tablette et compagnie était tout à fait convaincant, ce qui nous intéresse, ce sont bien sûr et avant tout les jeux. On peut jouer, bien sûr, aux jeux Android tactiles ou gravitationnels, hein. Je vais d'ailleurs vous en montrer quelques-uns. On va faire l'impasse sur Angry Birds, hein, tout le monde le connaît celui-là maintenant. Mais on peut aussi jouer à des jeux qui utilisent des contrôles tactiles façon console et les mapper sur les boutons hard. Je vais vous montrer dans un instant comment faire. A noter aussi que de plus en plus de jeux n'ont même plus besoin de faire ça parce qu'ils reconnaissent directement la console et les boutons hard. Et ça, c'est plutôt sympa. On va en voir quelques exemples tout à l'heure. Encore une fois. Donc, je vais vous montrer un jeu très basique pour vous expliquer le mappeur de touches. Voilà, voilà, celui-ci, je ne l'ai pas encore mappé. Donc, vous pouvez reconnaître ici un vieux classique du Game & Watch qui s'appelle Highway. J'ai trouvé ça sur le Play Store et c'était assez marrant. En plus, c'était gratuit, si je me souviens bien. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, ici, on est typiquement sur un jeu qui va utiliser des boutons physiques virtuels à la place, bien sûr, des boutons qui se trouvent ici sur la console. Donc moi, ce que je voudrais, par exemple, faire ici, c'est faire en sorte que gauche fonctionne avec le bouton gauche, droite avec le bouton droit, mais aussi que je puisse utiliser ces deux boutons-là avec, par exemple, les gâchettes latérales, pourquoi pas. Donc, quand on appuie sur la touche de mappeur de boutons qui se trouve ici, le logiciel de mapping de touche apparaît. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo de la 7800, vous remarquez évidemment que c'est presque exactement le même. Il y a quelques petites améliorations quand même, et la première d'entre elles est cosmétique, puisque comme vous pouvez le constater ici, j'ai des petites pastilles, et je peux changer la couleur. Je sais pas si je vais y arriver, c'est pas évident tout en filmant. On peut changer la couleur, voilà, de l'interface. Ça sert à rien, hein, parce que de toute façon, une fois que vous avez fini de mapper les touches, ça revient, c'est invisible tout ça. Hein. Donc voilà, alors je vais quand même vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce mapper, qui est un petit peu plus joli quand même que sur la 7800, hein, l'aspect cosmétique a été amélioré, notamment c'est translucide, ce qui est plutôt pratique. On peut déplacer tout à l'écran, y compris le petit panneau de réglage, qu'on peut également réduire. Voilà, ça c'est plutôt bien, parce que parfois il était gênant sur 7800. Donc, c'est assez simple. Il y a deux modes. Dans le mode 1, le stick gauche, c'est un stick gauche. Le stick droit, c'est un stick droit infini. C'est-à-dire que si je penche vers la droite, ça va faire l'équivalent de si je fais ça avec mon doigt sur l'écran. Vous voyez ? C'est-à-dire, je glisse, je lève, je reviens, je glisse. Vous voyez, c'est comme si, en fait, c'était infini. C'est un défilement vers la droite infini. C'est pratique quand on contrôle une caméra, par exemple, parce que la caméra nécessite une amplitude infinie. Je vais vous montrer peut-être sur un jeu tout à l'heure ce que ça donne de manière visuelle, vous allez mieux comprendre. Le mode 2, lui, fait en sorte que le stick droit fonctionne comme le stick gauche, c'est-à-dire avec une butée, il est plus infini. Et c'est bien de pouvoir quand même avoir deux modes comme ça distincts, c'est pratique. Ensuite, j'ai des boutons pour le stick gauche et droit qui me permettent d'en ajuster la taille. Et ça, c'est uniquement en mode 2, hein, puisqu'en mode 1, évidemment, comme le stick droit, il est infini en taille, puisqu'il a une taille virtuelle infinie, ça sert à rien d'en changer la taille. On peut juste en altérer la sensibilité. Donc voilà, vous voyez, je peux mettre le stick plus ou moins grand, et puis une fois que j'ai la bonne taille, eh ben, je le déplace sur l'écran et je le place par-dessus le stick virtuel du jeu. Bon là, c'est pas pertinent puisqu'il n'y a pas de stick virtuel, il y a juste les directions. Donc je vais mettre gauche, voilà, sur le bouton gauche, droit sur le bouton droit. La même chose avec L1 et L2 que je vais placer ici. Et R2, R1 que je vais mettre ici. Tac, boum, voilà. Donc ensuite, je vais mettre Start sur Game 1, Select sur Game 2, Sound. Je sais pas quoi mettre pour couper le son. C'est une excellente question ça. Quel bouton va-t-on utiliser pour couper le son ?
Disons, allez, le bouton D, tiens, hop, voilà, bon, on s'en fout un petit peu de ça, hein, j'ai l'impression. Voilà, donc là, une fois que je suis satisfait de mon mapping, hein, bon, ces boutons-là, je les déplace pas, parce que de toute façon, ils n'auront pas d'utilité, autant qu'ils soient n'importe où, on s'en fout. Je fais simplement... Alors, vous voyez que, parfois, le mappeur de touches... Ah bah forcément j'appuie pas sur le bon... Pardon, excusez-moi, j'appuie pas sur le bon bouton. Mais néanmoins, parfois, il manque un petit peu de sensibilité. Hein. Ça peut... Disons que il est très précis, mais du coup, il est très pointillé aussi sur l'endroit où on appuie. Donc c'est bien, c'est bien. Si je fais Save, ici, cette disposition-là sera mémorisée pour ce jeu-là. Et donc à chaque fois que je lancerai ce jeu-là, le mappeur de touche s'activera et déposera les boutons aux bons endroits. Donc voilà, j'appuie sur Save, voilà. Là, la disposition est mémorisée, mais elle est mémorisée pour ce jeu-là. Si je lance un autre jeu qui a une autre disposition, j'aurai la disposition de cet autre jeu et pas de celui-ci. Chaque fois que je fais Save, le mappeur de touche note le nom de l'appli et la position des boutons et mémorise l'ensemble. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir jouer, donc je vais appuyer sur Start. Et vous voyez, ça marche. Maintenant, je peux utiliser les touches, y compris les touches latérales. Hop, je viens de prendre une autostoppeuse. Alors, dans ce jeu-là, si je me souviens bien, mais là j'ai foiré, il faut déposer les autostoppeurs à l'endroit où il y a les panneaux, là. Bon. Voilà. C'est rigolo de pouvoir jouer ces vieux jeux rétro sur la JXD, et vous allez voir que, bien évidemment, la JXD est un bonheur pour le jeu rétro. Bon, bah maintenant que je vous ai montré le mapping des touches, je vais vous montrer plusieurs jeux en vrac. C'est parti. Et on commence avec Doodle Jump. Je vais baisser un peu le son parce que là, il est à fond. Voilà. Et on commence donc avec Doodle Jump, histoire de vous montrer que l'accéléromètre fonctionne très bien sur ce produit. Voilà, donc vous voyez, quand je penche, le bonhomme se déplace. Évidemment, les petits jeux comme Doodle Jump sont parfaitement fluides. Il manquerait plus que ça. Parfaitement jouable, aucun problème à déplorer. Passons au jeu suivant. Le tactile, lui aussi, est parfaitement fonctionnel avec un jeu comme Cut the Rope 2. Je peux sans aucun problème jouer dans d'excellentes conditions. Et encore une fois, bien évidemment, le jeu est parfaitement fluide. Hein. Bon, je suis pas très doué à Cut the Rope, hein, c'est simplement pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Oh, pardon, excusez-moi. Regardez bien les sticks en bas de chaque côté et vous allez voir que vous allez tout de suite comprendre l'intérêt du mappeur de touches et le bonheur que c'est de jouer à un jeu comme ça sur la JXD. Attention, c'est parti. Rayman Fiesta Run fait partie de ces jeux qui détectent les boutons hard directement. D'ailleurs, c'est pour ça, vous voyez, que j'ai ces petites lettres là, B, X, R, L, Y, qui sont apparues. Donc, c'est vraiment super, parce qu'il n'y a pas besoin de s'emmerder avec le mappeur de touches. Et en plus, le jeu tourne magnifiquement bien sur la JXD. Bon, encore une fois, je suis pas super doué à ce jeu-là, hein. Vous foutez pas de ma gueule. C'est très difficile de jouer en filmant en plus. Hein. On va passer à des jeux un petit peu plus compliqués, comme par exemple Fruit Ninja. Et ça va, ça fonctionne plutôt pas mal, même si ce jeu est pas ultra méga fluide, étonnamment. C'est pourtant l'un des plus simples des jeux 3D qu'on va tester dans cette vidéo, mais c'est pas le plus fluide de tous. Mais ça va, hein. Ça rame pas, il n'y a pas de gros soucis à déplorer. Hein. Ici, je vais jouer à Smash Hit en mettant les graphismes, vous voyez, en qualité élevée, hein, puisque je peux mettre basse qualité, qualité moyenne et qualité élevée. Je vais jouer en qualité élevée, et vous allez voir que ce jeu fonctionne, ma foi, parfaitement bien. Attendez, je vais me mettre en mode infini, ce sera plus intéressant. Voilà, tac, boum, hop, c'est parti. Donc là, évidemment, les boutons physiques ne servent à rien, hein, c'est un jeu entièrement tactile. Mais parfaitement fluide.
Ça fait plaisir de pouvoir jouer en high à des jeux comme ça avec une parfaite fluidité. Donc là, on va jouer à Riptide GP2, qui est un jeu de course qui est intéressant parce qu'il utilise notamment du motion blur et des effets de transparence comme de l'eau qui coule sur l'écran et tout ça. Donc, oui, bah ça, merci, je sais. Donc, encore une fois, c'est pas facile de jouer en... Putain, je me mange les murs, fait chier. C'est pas facile de jouer en vous parlant, mais ce jeu fonctionne du feu de Dieu. Là, on peut voir les petits effets de l'eau qui coule sur l'écran. Tout à l'heure, quand j'ai mis le turbo dès le départ, là, on a vu le motion blur. Le framerate est excellent et l'écran, encore une fois, rend vraiment justice au jeu. Non, c'est vraiment cool. Hein. Bon, impossible de faire une vidéo sur ce genre de produit sans montrer un FPS. Hein. Donc on va jouer quelques instants à Dead Trigger 2. Donc j'ai fait le mapping des touches. Et c'est parti. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est très fluide. Et je crois qu'il y a des zombies qui se pointent par derrière dans ce niveau-là, non? C'est un peu plus loin. Voilà, boum. Ah, il y en a un derrière, là, ça y est. Ouais, voilà. Cinemora est typiquement le genre de jeu qui profite au maximum de l'apparition des boutons hardware, puisque le jeu détectant que vous avez une manette, il fait complètement disparaître l'interface tactile, et vous pouvez profiter donc des graphismes du jeu sans avoir de petits éléments qui viennent perturber votre expérience, pardon. Et ça, ma foi, c'est vraiment sympa. Même dans l'interface, les boutons sont reconnus. Et c'est plutôt cool. Hop, donc j'ai un petit peu avancé dans le jeu pour essayer de vous montrer des choses différentes par rapport à la 7800. Voilà, là on arrive au stage 2A. Alors, je crois qu'avec avec le bouton L1, on accélère. Et maintenant, je peux jouer, voilà. Et en plus, regardez-moi cette fluidité, mais c'est vraiment sidérant. Hein. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez profiter un petit peu du jeu en full screen, mais c'est vraiment magnifique pour une petite console à 169 € avec un GPU Mali 400 qui, je crois, sur en plus cette version-là du processeur n'est qu'un dual core. C'est vraiment bon, c'est vraiment très bon. Aucun problème à déplorer sur GTA. On va aller se friter avec quelqu'un. Comment on fait? Ouais, c'est ça. Tiens, tiens. Oh, un flic en plus. Cool. Tiens, tiens, tiens. Salut. Oh merde. Ah, je suis désolé, monsieur l'agent. J'ai pas toute ma tête. Je connais pas les touches. J'avais rien contre vous. Mais non, mais je connais pas les boutons. Monte sur le vélo. Allez. Salut. J'adore GTA finalement. Pour les jeux comme ça qui poussent vraiment les machines dans leur dernier retranchement, on sent un petit peu que la 5800 n'est pas un produit très haut de gamme équipé du dernier GPU à la mode. Mais néanmoins, voilà, on s'en sort bien, les performances sont honorables. Allez, pour terminer cette sélection de jeux Android gourmands, on va finir avec Modern Combat 4 Zero Hour Meltdown Update. Putain, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, le nom de ce jeu se rallonge. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal, même si j'ai fait qu'une seule partie de ce jeu-là et je suis pas allé très loin parce qu'il faut suivre un gars et le mec s'est retrouvé coincé dans une porte ou un mur, je sais plus. Et du coup, je pouvais plus le suivre parce que ce gros con n'avançait plus du tout. Et donc, je suis resté planté comme ça pendant 10 minutes avant de comprendre qu'il fallait que je reset ma partie. Il y a eu une mise à jour depuis qui, soi-disant, corrige ce genre de problème. Donc, j'espère. Donc, la première bonne surprise, c'est ultra fluide. Je pense pas que le jeu tourne en high, mais il tourne quand même avec un bon niveau de détail. Et
C'est parti, voilà, donc même chose, hein, la présence des sticks est clairement un plus pour ce genre de jeu, et on tire en appuyant sur les gâchettes, et sur la gâchette secondaire, on balance des grenades. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein. D'ailleurs, donc vous voyez ici j'ai mode 1 et je peux basculer en mode 2 au niveau du stick droit. Donc je vais vous montrer en fait à quoi ça correspond. Là, quand je mets le mode 2, en fait, les deux sticks se comportent exactement de la même manière. C'est-à-dire, regardez bien ce qui se passe à gauche. Je suis désolé, il y a beaucoup de reflets, il y a énormément de soleil aujourd'hui. Mais vous allez pouvoir voir, vous voyez les espèces de petits triangles là qui apparaissent, là où il y a mon doigt. C'est en fait les commandes du stick, vous voyez. Donc ça, c'est un comportement classique de stick. Vous voyez, si je reste appuyé dans une direction, ça reste dans cette direction-là. Maintenant, si je mets en mode 2, le stick droit fera exactement la même chose. Mais en mode 1, le comportement va être différent. Regardez bien. Voilà. En fait, voilà. Vous voyez, le stick fait un mouvement continuel vers la droite, en fait. Comme si j'arrêtais pas sur l'écran d'aller à droite. Et bien sûr, même chose dans l'autre sens. Hein. Donc, bon, bah maintenant que vous avez bien compris l'ensemble des fonctionnalités jeu de cette console, on va passer aux émulateurs. Alors évidemment, vous vous en doutez, hein, la NES ne pose absolument aucun problème à cette JXD. C'est parfaitement fluide. Il n'y a absolument aucun problème à déplorer, que ce soit sur Mario ou sur d'autres jeux. Même chose sur la Game Boy Color, qui elle aussi est une 8 bits. Comme vous pouvez le constater, tout est parfaitement fluide et rapide. La Mega Drive et la PC Engine qui ne posent pas évidemment de problème non plus. Ce sont des consoles qui sont très faciles à émuler, hein, puisqu'elles sont basées autour de processeurs assez simples. Pas de problème à déplorer non plus sur la Super Nintendo. Comme vous pouvez le voir, hein, les effets du mode 7 fonctionnent bien. Et je viens de mourir comme une grosse merde. Un petit bémol avec le jeu Super Mario RPG quand même, qui est certainement le jeu le plus demandeur sur Super Nintendo. Le framerate est pas au top. Comme vous pouvez le constater, c'est pas injouable, hein, ça va, hein, mais disons il y a un peu de drop frame là, manifestement. La fluidité est pas topissime. Allez, encore une petite partie de King of Fighters pour vous montrer que la Neo Geo fonctionne parfaitement bien, fluide et tout. Même chose pour Metal Slug, hein, qui fonctionne très très bien, lui aussi. Allez, on attaque les choses sérieuses avec la PlayStation. Et c'est plutôt plaisant, c'est parfaitement fluide. Bon là évidemment je joue à Rayman qui est pas un jeu très complexe. Hein. Voilà, donc avec
Tomb Raider 2, qui est un jeu en 3D assez intensif quand même. Il n'y a aucun problème non plus. C'est parfaitement fluide. Nintendo 64, encore une console mythique en 3D. Et là, encore une fois, aucun problème à déplorer, vraiment. Hein. C'est d'une fluidité exemplaire. Bon, en même temps, Mario 64, c'est un jeu assez facile à émuler, hein, faut reconnaître. Voilà. C'est parfaitement jouable. Évidemment, le stick fonctionne à merveille. Hein. Je vais vous montrer. Hein. Je peux marcher. Voilà, en penchant un tout petit peu le stick. Et je peux vraiment graduer ma vitesse avec précision. Il n'y a aucun problème là-dessus. Majora's Mask ne pose aucun problème non plus. C'est un jeu qui a un framerate assez bas par nature. Hein. Donc on retrouve ce même framerate sur l'émulateur. Mais c'est du full speed, hein. Ne vous y trompez pas. Alors vous avez été nombreux à me suggérer de tester Conker's Bad Fur Day. Et c'est assez bien vu hein, de votre part, je dois dire, parce que effectivement, ce jeu rame énormément. Je crois que c'est le jeu le plus graphiquement évolué de la Nintendo 64. Et c'est pas injouable, mais presque. Perfect Dark est un autre jeu qui semble poser des problèmes à l'émulateur. Puisque, pour des raisons indéterminées, c'est fluide, hein, vous voyez. Mais par contre, malheureusement, il y a des moments où... je sais même plus comment on ouvre une porte. Comme ça. Ouais, voilà. Il y a des moments où le jeu freeze. J'aimerais bien qu'il le fasse pour que je puisse vous montrer. Voilà. Ça y est. Là, je peux plus jouer. Alors, la console est pas plantée. Hein. C'est pas la console qui est plantée. Hein. Vous voyez, je peux encore ouvrir les menus et tout. Je peux quitter le jeu et revenir... Mais voilà, le jeu freeze. Bien, alors on va enquiller avec la Nintendo DS. Mais avant de démarrer, on m'avait posé énormément de fois la question... est-ce qu'on est obligé sur la DS de mettre les écrans côte à côte plutôt que l'un au-dessus de l'autre? Alors la réponse c'est non, on peut mettre les écrans l'un au-dessus de l'autre. D'ailleurs c'est ce que je vais faire pour vous montrer là. Mais vous allez voir pourquoi c'est pas forcément une super bonne idée. On va prendre un petit jeu simple pour commencer. Tac. Voilà. Vous voyez, ça marche, hein, j'ai mis les écrans l'un au-dessus de l'autre. Mais forcément, bah, c'est petit les graphismes. Hein. Faut regarder de près. Hein, ce que je vais faire d'ailleurs. C'est un peu le son parce que ça crie la DS. Voilà. Donc la DS fonctionne parfaitement bien. Hein. Il n'y a aucun souci de framerate ou quoi que ce soit. C'est fluide, c'est rapide, c'est joli. Il n'y a pas de bug. Pas de problème non plus à signaler avec les jeux en 3D qui sont eux aussi parfaitement fluides. Alors bien sûr, les jeux tactiles, hein, comme les énigmes du professeur Layton, fonctionnent parfaitement bien aussi. Hein. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je me rappelle plus, mais je crois que c'est 2 qu'il faut répondre. Et voilà ma réponse. Et vous vous en doutez, hein, qui dit Nintendo DS dit forcément tester sa grande rivale derrière, la PSP. Donc l'émulateur PPSSPP a encore fait des progrès depuis la dernière fois. Et c'est vraiment super génial. Hein. C'est proche du full speed. Alors néanmoins au prix d'une petite dégradation de l'image. Hein, mais franchement, enfin, je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer. Vous voyez une sorte de petit voile flou.
pas me rapprocher trop non plus parce que voilà, je vais essayer de me mettre le plus possible sur du full screen. Vous voyez, il y a un petit peu d'aliasing et de choses comme ça. Mais regardez-moi ça, c'est quand même super de pouvoir jouer avec un tel degré de fluidité et de qualité à un jeu PSP, quoi. Moi, je suis vraiment sidéré, hein. Bah, vous vous en doutez, hein, Loco Roco, qui lui est un jeu tout en 2D et ne pose aucun problème à l'émulateur, même si parfois le son semble à galérer un petit peu. Donc je vais me taire et vous allez pouvoir entendre comme ça un petit peu. Je pense qu'on entend mieux peut-être sur GTA finalement les petits problèmes audio. Ouais. Parfois ça fait ça dans certains jeux, l'audio se met à ramer. C'est pas permanent, hein, il y a des moments où ça le fait pas. Mais là par exemple, je suis en train de jouer à GTA Chinatown Wars. Et c'est jouable, hein, c'est cool. Hein. Récemment arrivé sur la scène de l'émulation, Raycast, l'émulateur de Dreamcast, a lui aussi fait des progrès spectaculaires. On va jouer à Crazy Taxi. Et puis après, je vous montrerai un autre jeu Dreamcast très célèbre. Je suis quand même assez bluffé de voir une console comme la Dreamcast, qui est une console 128 bits, hein, tourner avec une telle fluidité sur une petite console chinoise low cost. C'est assez impressionnant, vraiment. D'abord, bravo bien sûr à JXD pour cette petite console, mais aussi bravo à tous ces développeurs qui font des émulateurs extraordinaires et qui sont vraiment bluffants, quoi. Alors, comme sur la PSP, on a quelques petits accrochages sonores que vous venez d'entendre, mais le jeu en lui-même fonctionne très bien. Je crois qu'on joue avec les gâchettes sur ce jeu-là. Alors vous entendez bien que le son rip un petit peu, mais à part ça, c'est le pied total. Hein. Là, je suis en train de jouer à la Dreamcast. Hein. Et voilà donc le fameux jeu célèbre de la Dreamcast dont je vous parlais. Hein. C'est bien sûr Shenmue, qui fonctionne parfaitement bien. Comme vous pouvez le constater, c'est fluide, c'est rapide. C'est vraiment super de pouvoir jouer sur une console portable à un jeu comme ça. Ah, il y a encore quelques petits défauts, quelques petits glitches, mais c'est vraiment pas grave du tout. C'est top, hein. Franchement. La Dreamcast parfaitement jouable là-dessus. C'est vraiment génial. Allez, je vais vous parler maintenant d'un petit émulateur que j'avais jamais évoqué jusqu'à présent. Ah, c'est pas techniquement un émulateur, c'est une machine virtuelle, même si, après tout, un émulateur, c'est aussi une forme de machine virtuelle, hein, un petit peu. Et ça vous permet, en fait, de lancer des jeux PC qui fonctionnent avec le script SCUM. Et les plus connus, bien sûr, ce sont les jeux Secret of Monkey Island, dont voici le 3e opus. Je vais essayer d'aller dans un endroit un petit peu plus coloré. Voilà. Donc, on peut voir hein, que c'est un jeu PC d'il y a une quinzaine d'années, non même pas, une dizaine d'années. Et c'est fluide, ça marche bien. On peut même parler avec les PNJ. J'aimerais boire un verre. D'accord. Bien sûr, évidemment, il est aussi possible de jouer au Monkey Island original avec le même ScumVM. On va abréger l'intro. Ah là là, ce jeu. Toute mon enfance.
il y a un émulateur de Vectrex qui fonctionne, ma foi, plutôt pas mal. On va charger une petite ROM, et puis je vais vous montrer. Hop. Alors, on va prendre n'importe laquelle. Tiens, allons-y pour Scramble. Alors, petit regret, cet émulateur fonctionne qu'avec la croix et pas avec le stick, ce qui est un peu con. Parce que, forcément, comme le Vectrex avait un stick analogique, ça aurait été bien de récupérer le stick. Mais faut pas oublier que cet émulateur, à l'origine, était développé pour la 5110, qui n'avait pas de stick analogique. Ou qui en avait un, mais qui était bidon, en fait, et qui était relié à la croix directionnelle. Donc c'était une croix directionnelle en forme de stick. C'est pour ça que ils ont fait ça comme ça. Là, ça marche, hein. C'est plutôt pas mal. Il y a juste quelques petits jeux qui ont des bugs. Alors, il y a des jeux qui se lancent pas, un ou deux, ou qui se lancent mais qui sont injouables parce que les graphismes sont tout merdiques. Et puis, il y a beaucoup de jeux qui ont des bugs sonores, comme Berserk, par exemple, où il y a une espèce de fond sonore désagréable qui ne s'arrête jamais. Ouais, comme ça. Le jeu n'en demeure pas moins jouable, hein, mais ça pète un peu les oreilles. Et bien voilà, c'était la vidéo test de la JXD S5800. Donc vous avez vu qu'au niveau jeu Android, il n'y avait pas grand chose à reprocher à cette console. Au niveau émulateur non plus, ça fonctionne vraiment bien. Aussi bien qu'une 7800 en dépit de la fiche technique plus faible. Je pense qu'on peut remercier JXD d'avoir eu la bonne idée de mettre un écran qui n'avait pas une résolution de malade. Pour une console, c'est amplement suffisant. L'écran est très joli et les performances sont au rendez-vous. Donc c'est un bon produit. Mais, vous le savez, une vidéo de Spyro le Dragon ne serait pas complète sans quelques petits râlages. Alors, je vais vous faire part de quelques petites choses qui m'ont un petit peu agacé sur la 5800. Rien de méchant, c'est pas des deal breakers, c'est pas ça qui doit vous dissuader d'acheter la machine. Mais, pour être tout à fait honnête, il faut parler aussi des petits défauts. Et il y en a. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous faire une opinion là-dessus. C'est pas dramatique. Quelques petites choses qui m'ont agacé quand même, néanmoins. D'abord, il y a des jeux... je suis tombé sur un jeu qui me rame dessus d'une manière assez inexpliquée. Je crois qu'il est là, voilà, c'est Jetpack Joyride. Pour une raison que j'ignore, ce jeu qui est quand même un jeu assez basique à la base, hein, puisque c'est un jeu de scoring en 2D avec un scrolling, enfin c'est vraiment quelque chose de très 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 basique. Ce jeu rame. Donc comme vous pouvez le constater, voilà, c'est pas dramatique, vous voyez, j'arrive à jouer, il n'y a pas trop de soucis, mais le framerate est très très bas. Donc c'était pas le cas sur la 7800, le jeu il tournait quand même plutôt bien sur la 7800, donc il y a 2-3 jeux comme ça qui rament un petit peu. Je pense que c'est parce que les développeurs de ces jeux-là n'ont pas optimisé leur jeu pour les processeurs Mediatek. Donc, c'est pas dramatique. Personnellement, sur les 100 jeux que j'ai installés, Jetpack Joyride est le seul qui m'a fait ce coup-là. Donc, c'est pas grave, mais ça méritait quand même d'être évoqué. Un autre petit grief que j'ai avec la 5800, et cette fois-ci, c'est pas à cause d'une optimisation d'un jeu ou autre, c'est vraiment un petit problème de conception de la part de JXD. Le mieux c'est que je vous montre plutôt que d'essayer de vous l'expliquer. Hop, donc je vais lancer un jeu qui se joue en mode portrait, voilà. Et donc c'est un petit jeu de course rétro tout simple, hein, une sorte de micro-machine. Hop, voilà. Donc je vais laisser les adversaires partir et je vais vous expliquer un petit peu mon petit reproche. Ici vous voyez j'ai des boutons qui pourraient me permettre de jouer, donc gauche-droite et accélérer. Et à un moment, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être mapper ces touches-là, par exemple, ici pour aller là, ici pour aller là, et le stick, par exemple, pour avancer. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait me permettre de ne pas appuyer sur l'écran. Sauf que quand je lance le mappeur de touches sur un jeu qui est en portrait, il se passe ceci. Voilà. Donc le mappeur se lance, mais lui il est toujours en paysage, et du coup
je ne peux pas mapper toutes les touches qui se trouvent ici en fait en dehors de l'écran. Et même si je me mets en paysage, ça tourne pas, hein, ça reste bloqué dans cette position-là bêtement. Donc là, je pourrais mapper par exemple la croix directionnelle et ce stick-là. Ouais, c'est super, sauf que malheureusement le jeu, lui, impliquerait plutôt que j'utilise les touches d'en bas, et donc je suis feinté. Ces touches-là n'apparaissant pas, je peux bouger le stick, je peux aller mettre le stick ici, ça marche, mais ensuite je fais quoi? Je peux pas mettre C et B, puisque j'ai ni C ni B à l'écran. J'ai le bouton D, qui est celui-là, et puis ces deux-là, en fait, ils doivent être juste là, en dehors, et je suis... je l'ai dans le cul. Il aurait fallu que JXD soit cale tous ces boutons sur la gauche et mettre ce truc-là, je sais pas, en bas, ou alors il aurait carrément fallu que ce truc-là apparaisse tout le temps en mode paysage, même quand le logiciel qui tourne, lui, est en portrait. Enfin bref, c'est un petit défaut, c'est pas bien méchant, hein, on peut jouer aussi de temps en temps avec le tactile, c'est pas dramatique, mais c'est un peu frustrant d'avoir une console qui a des boutons hard et de pas pouvoir s'en servir, parce que le jeu est dans un format que n'avait pas prévu JXD, quoi. Voilà. Donc j'ai presque envie de dire que c'est le plus gros défaut de cette console, c'est qu'on peut pas mapper proprement les boutons sur un jeu qui est en mode portrait. Même si la plupart du temps c'est pas un gros problème, puisque de toute façon c'est vrai que les boutons seraient un peu bas, je sais pas si ce serait forcément très confortable. Mais voilà, ça méritait également d'être évoqué. Allez, on termine cette liste de petites critiques avec un dernier petit détail sur la fonction téléphone. Alors, il faut lancer, pour que je puisse vous expliquer ça, il va falloir que je lance le menu ingénieur. Alors, attendez, je crois que c'est étoile dièse 3 6 4 6 6 3 3 dièse étoile. Je crois que c'est ça, voilà. C'est ça, et ensuite, il me semble que c'est ici. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Enfin, si, c'est ça, mais... Voilà, ça y est. Comme vous pouvez le constater, la console, évidemment, ne prend pas en charge toutes les fréquences du monde entier. Mais malheureusement, elle ne prend pas en charge la fréquence 900. Oui. Pour la 3G, en fait. Donc, je sais que ça peut poser des problèmes avec certains opérateurs. Donc, faites gaffe. Demandez auprès de votre opérateur si l'absence de la fréquence à 900 MHz est un problème. Toutes les autres fréquences sont prises en charge. Enfin, toutes les autres fréquences utilisées en France, en tout cas. Donc là, moi, personnellement, j'utilise un forfait chez Joe Mobile. Hein, vous voyez, on peut le voir, c'est marqué là. Joe. Et si je coupe le Wi-Fi, chose que je vais faire tout de suite, tac... Vous allez voir que la console passe, voilà, en H+. Donc avec Joe Mobile, ça pose pas de problème. On a la 3G en H+, avec un bon débit et tout. Mais voilà, faites simplement gaffe que votre opérateur soit, entre guillemets, capable de faire fonctionner un appareil qui n'est pas compatible avec la fréquence 900 MHz. Voilà, donc c'est un petit reproche sur la fonction 3G. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'était le test pour vous de la JXD S5800. Et comment conclure cette vidéo, sinon en revenant sur ce que j'avais dit au tout début, est-ce que ces petits produits ont le potentiel de mettre à mal l'industrie du jeu vidéo, et notamment les consoles de poche, genre 3DS Vita, et pourquoi pas aussi les consoles de salon? La réponse est pas encore tout à fait, mais ça va plus tarder. Là, ce qui cloche un petit peu avec ce produit, c'est que, bon, si je l'utilise en tant que smartphone, ça fait quand même un gros machin. Encore que ça passe, hein. Enfin, je sais pas si vous voyez, regardez ce que ça donne dans la rue. Je pense pas que ce soit... on se foutrait peut-être un petit peu de ma gueule au début, mais je pense que c'est le genre de truc qui peut rapidement devenir la norme, hein, pourquoi pas. Les fonctionnalités sont au rendez-vous, ça marche plutôt bien. Les performances sont honnêtes pour un produit à 169 €. Je pense sincèrement qu'une console comme ça peut effectivement inquiéter au moins les consoles de poche, et pourquoi pas, dans un avenir proche, quand la puissance le permettra, les consoles de salon. Je veux dire, regardez, aujourd'hui sur les smartphones dernier cri, on a des processeurs 8 cœurs, c'est ce qu'on a aussi sur une console de salon. Donc on peut imaginer que dans quelques années, 2-3 ans, peut-être même moins, les consoles de salon soient à leur tour malmenées par ce genre de petits produits.
Je pense sincèrement que l'industrie du jeu vidéo sur console doit se remettre en question, notamment concernant la façon de vendre les jeux qui sont vraiment trop chers et qui ne peuvent pas concurrencer encore très longtemps comme ça des jeux à 2 € sur des petites machines comme ça qui sont bluffants. Donc voilà, excellent produit que cette 5800, très bonne surprise. C'est clairement un produit d'un nouveau genre, le premier de son espèce, et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Je suis Spyro le Dragon, et quand nostalgie rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique.